Retrouvez tout le business avec le Bonito Food de Beauzelle. Le Bonito Food, le partenaire food de votre entreprise. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Tout le Business. Aujourd'hui, nous sommes avec le directeur général de la CHEM, Claude Girard. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous expliquer quel est cet acronyme? Qu'est-ce que ça signifie? La CHEM, ça signifie la Société Hydroélectrique du Midi. D'accord. Alors quel est votre secteur d'activité? Notre secteur d'activité, c'est la production d'électricité et plus particulièrement d'électricité renouvelable et majoritairement, voire quasi essentiellement aujourd'hui, d'énergie d'origine hydroélectrique. D'accord. Donc là, en ce début d'année, justement, on est à l'heure du bilan. Oui. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu de ce bilan? Oui, alors 2009 a été une année mauvaise en France d'un point de vue hydrologie. Ça veut dire que l'ensemble du secteur de l'hydroélectricité a vu une baisse assez significative par rapport à ce qu'on appelle dans le jargon le productible, c'est-à-dire la moyenne des 10 dernières années. On est en dessous, clairement. La CHEM a été quasi totalement préservé de cet effet parce que comme nous sommes très présents dans les Pyrénées ont été l'objet d'un enneigement très fort en début d'année, d'une fonte assez douce qui nous a permis de récupérer toute l'énergie de l'eau, et un deuxième processus d'enneigement en novembre qui nous a permis, avec la fonte qui a eu lieu immédiatement en décembre derrière, de compléter. Donc on finit à 93% de notre productible, ce qui est bien supérieur à la moyenne nationale. Donc c'est une performance somme toute relativement honnête compte tenu des circonstances. Après en prix, les prix de l'électricité ont flambé en 2008 avant la crise parce que quelque part notre électricité de pointe évolue à peu près comme le pétrole. Puisque l'énergie de pointe on ne peut la faire qu'avec de l'hydroélectricité ou des centrales thermiques qui brûlent les dérivés pétroliers. Donc on est quelque part indexé sur le pétrole. Donc quand il est monté à $150, évidemment, les prix de l'électricité ont flambé. Il est redescendu cette année. Malgré tout, la tendance reste très très haussière sur le long terme, c'est-à-dire qu'on a des prix qui sont quand même de mieux en mieux, si on peut dire. Et une politique de vente qui fait qu'on n'a pas forcément capté toute la valeur de la pointe de 2008, mais que du coup on a été somme toute assez préservé non pas du plongeon, mais de la redescente à un niveau normal qui a eu lieu en 2009. Alors, pour que le grand public comprenne bien, vous, à l'aide de barrages, de moulins, de diverses installations, vous produisez l'électricité que vous revendez? Oui, alors on ne vous revend pas l'électricité. La CHEM, vous n'allez pas trouver des agences CHEM en ville à Toulouse pour vous vendre de l'électricité. Nous, on intervient en amont. On intervient sur ce qu'on appelle les marchés de gros. C'est-à-dire que l'ensemble des producteurs européens viennent, vis-à-vis de RTE, qui est le réseau de transport d'électricité, proposer leur énergie, qui est ensuite mise en circulation sur ces réseaux, et que des commercialisateurs, EDF et d'autres, il y a des nouveaux entrants, notre groupe GDF Suez aussi bien sûr, vont ensuite recommercialiser vers des clients industriels, des particuliers, des entreprises, etc. Donc nous on est sur ce qu'on appelle l'amont, c'est-à-dire la production, on n'est pas vu du client final. D'accord. On va en revenir justement tout à l'heure pour l'actualité par rapport au siège et au photovoltaïque. Mais là, on va aborder le gros dossier de cette année, ça va être l'ouverture à la concurrence. Oui. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu cette ouverture? Alors bon, ce n'est pas le gros dossier de l'année, c'est le gros dossier depuis déjà plusieurs années, mais il apparaît effectivement cette année. Il se passe que les usines hydroélectriques font l'objet de concessions d'État, c'est-à-dire de délégations de services publics, où l'État a attribué la concession à un opérateur, EDF, la Compagnie nationale du Rhône ou nous, ou d'autres. Bien. Ces concessions ont une durée de vie. Alors les concessions initiales étaient données pour la construction des aménagements au début du XXe siècle. Donc les durées de concession initiales ont été assez longues. Il y a eu des 99 ans, des 75 ans. Ce qu'il fallait quand même que l'aménageur qui construise le barrage ait le temps quelque part de retrouver le retour de son investissement. Comme les investissements sont colossaux, voilà. Le retour. Maintenant que les aménagements sont construits, il est évident que ces concessions seront reconduites pour des durées d'une part plus courtes. Et dans le cadre de l'ouverture globale des marchés et des règles européennes, l'État est amené à procéder à une mise en concurrence pour le renouvellement de ces concessions. Donc ça veut dire que des concessions sur lesquelles nous sommes depuis parfois un siècle pourraient nous échapper si nous n'étions pas les meilleurs. Je n'ai pas d'inquiétude, nous sommes les meilleurs, mais il va quand même falloir, c'est quand même un enjeu d'être le mieux disant. Alors la loi définit clairement en quoi on doit être le mieux disant.
On doit être le mieux disant en matière environnementale, celui qui exploite le plus proprement. On vient d'en parler. On vient d'en parler. Il faut être le mieux disant sur le plan énergétique, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire de l'environnement pour l'environnement, mais l'État nous donne l'usage de la force motrice de l'eau, il faut qu'on en fasse le meilleur usage pour produire le maximum d'électricité avec. Là, avec les objectifs de cette année qui viennent de se découler, c'était... Oui, mais on regarde ça sur du long terme. Ouais. C'est-à-dire que si vous regardez ça sur 40 ans, ce qui se passe une année, cette année on est en dessous, dans 2 ans on sera en dessus. Je veux dire, c'est pas des choses... faut apprécier ça dans la durée. Oui. Et le troisième, évidemment, composant, c'est qu'il faudra être le mieux disant financier. C'est une nouveauté, c'est-à-dire qu'antérieurement, il n'y avait pas de redevance. Pourquoi? Parce que le concessionnaire investissait dans l'ouvrage, donc des sommes colossales, comme vous l'avez dit, et que donc derrière, il fallait bien qu'il récupère son investissement. Là, maintenant, le nouveau concessionnaire va bénéficier d'un aménagement existant. Donc ce serait de l'enrichissement sans cause que l'État lui donne l'ouvrage sans lui demander une redevance. Il y a toujours de l'investissement et les frais de fonctionnement. Il y a toujours de l'investissement, mais c'est de l'investissement de renouvellement. L'investissement de renouvellement dont on a parlé est sans commune mesure avec l'investissement initial, vous comprenez bien. Okay. Maintenant, il faudra sans doute faire des compléments d'investissement pour être meilleur sur le plan environnemental et énergétique. Ouais. D'accord. Alors, par rapport à ça, justement, est-ce que la société va se développer plus loin que le sud-ouest alors, avec l'ouverture aussi des concessions? C'est vrai que notre zone géographique, c'est le Grand Sud-Ouest, puisqu'on est présent dans quasiment toutes les Pyrénées, dans le Lot et dans le Massif central. Donc ce que j'appelle le Grand Sud-Ouest, pour ne pas faire de jaloux, et ça dit bien ce que ça veut dire. Nos projets de développement sont sur notre territoire historique. Les renouvellements des concessions aussi, puisqu'il s'agit de 3 concessions dans les Pyrénées et d'une dans le Massif central. Donc nous n'allons pas a priori sortir de notre territoire à court terme. On aimerait bien, puisqu'on est dans les Pyrénées, pouvoir travailler sur les 2 versants pyrénéens. Oui. Mais aujourd'hui, on a fait quelques essais de franchir la frontière. Le moins qu'on puisse dire aujourd'hui, c'est que les conditions d'ouverture ou d'acceptation d'une entreprise non espagnole en Espagne ne sont pas complètement, je ne vais pas faire de polémique, mais c'est pas simple, pas tout à fait ouverte. Donc oui, le jour où on pourra aller... D'ailleurs, il y a des projets qui auraient plus de logique s'ils étaient transfrontaliers et s'ils exploitaient l'ensemble d'un bassin versant indifféremment de la frontière. Ça viendra un jour, mais ce n'est pas d'actualité. C'est pas d'actualité, d'accord. Alors justement, on parle de concurrence au niveau de l'électricité. Les particuliers le voient un petit peu, lui, avec les différents acteurs. Ils n'ont pas l'impression que les tarifs baissent beaucoup au niveau de l'électricité. Ouais. Est-ce que c'est à cause du problème que les particuliers ne peuvent pas revenir aux tarifs régulés? Là, on sort de... Parce qu'il y a 2 concurrences en fait. Il y a la concurrence à l'amont, chez nous au niveau producteur, où il s'agit d'être celui qui fait la meilleure offre de production. Donc ça, c'est notre métier. Là, vous me posez la question de l'aval, c'est-à-dire... En commercialisation. Donc je connais un peu le métier parce que dans une vie antérieure j'ai travaillé sur le sujet, donc je peux vous en dire 2 mots. Il y a une particularité en France qui sont les tarifs réglementés. Ouais. Ces tarifs réglementés n'avaient pas, au départ initialement du temps du monopole ou du quasi-monopole d'EDF, une vocation à refléter un prix de marché, mais à refléter un tarif suffisant pour que l'exploitant EDF à la fois vive et soit capable de financer de nouveaux investissements. C'était plus homogène à ce qu'on appelle dans le métier un coût de développement. C'est-à-dire qu'en gros, le tarif que vous payez aujourd'hui est censé financer, par exemple typiquement aujourd'hui, l'investissement dans le PR de demain. Ouais. Grosso modo, pour faire très court et très simpliste, c'était ça l'idée du tarif. C'est pas du tout une logique de prix de marché, c'est-à-dire de valeur d'équilibre entre une offre et une demande. Alors, le jeu s'est brouillé puisque depuis 2000, progressivement, les différents compartiments des clients, ça a commencé en 2000 avec les très gros industriels et ça s'est terminé en 2007 avec l'ouverture aux clients particuliers et entre les deux, toute la gamme des clients a été éligible à pouvoir acheter son électricité sur le marché. Toute la difficulté vient du fait qu'aujourd'hui, les prix de marché qui sont commun en Europe, puisqu'en fait le réseau européen est interconnecté. Donc ça veut dire que le prix de l'électricité sur le marché de gros à quelques epsilon près est le même en France qu'en Allemagne, etc. Donc ce prix de marché européen est bien supérieur au tarif aujourd'hui. Bien supérieur au tarif. Le tarif hors coût de distribution qui doivent se rajouter dans tous les cas, qu'on soit sur marché ou sur tarif. Ouais. Le tarif pour la partie production tourne autour d'un coût autour de 35 € par mégawatt. Ouais.
Et le prix de marché, il se balade joyeusement entre 50 et 60. Donc il y a un écart énorme aujourd'hui. Ça veut dire que l'électricité est aujourd'hui avec les tarifs, je ne défends pas du tout EDF, mais c'est un constat, beaucoup moins cher en France que dans les autres pays. On est à peu près 60% moins cher qu'en Allemagne. Donc si la difficulté des gens qui veulent commercialiser de l'électricité aujourd'hui, c'est précisément que aujourd'hui, si moi je vous offre un tarif, le tarif est de fait agressif. Il n'est pas agressif parce qu'il existait avant, mais de facto, le prix de marché passe pas. Si vous me proposez quelque chose qui est 2 fois plus cher que ce que je peux avoir par ailleurs, vous allez remporter un succès d'estime. C'est exactement ça le problème. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le gouvernement réfléchit à la loi NOM qui devrait proposer à l'ensemble des commercialisateurs un prix d'achat en gros qui soit inférieur au prix de marché, de manière à pouvoir permettre à ces acteurs de commercialiser vis-à-vis du client final à un prix acceptable. Ça veut dire aussi que quelque part, on ne peut pas faire descendre le prix de marché vers le tarif artificiellement. Ça veut dire aussi que les tarifs eux-mêmes vont sans doute être soumis à une très forte augmentation. Pierre Gadenex, avant la fin de son mandat, avait parlé il demandait une hausse de 20%. Finalement, j'ai cru comprendre qu'Henri Proglio, le nouveau patron d'EDF, a dû obtenir 14% sur 3 ans ou quelque chose de cet ordre-là. Ça veut dire que quelque part, il va bien falloir, mais je suis désolé pour les gens qui nous écoutent, que l'électricité soit payée à son prix. Parce que l'avantage du tarif tel qu'il est en dessous du prix de marché, il a un avantage évident. C'est que quelque part, il lisse les problèmes de pouvoir d'achat pour les faibles revenus. Ça, c'est pour les particuliers. Il a un avantage évident, c'est qu'il donne de la compétitivité aux entreprises françaises. Une surcompétitivité. C'est d'ailleurs ça que Bruxelles conteste aussi. Ça, c'est l'avantage du tarif. L'inconvénient du tarif, c'est qu'il ne donne pas de signaux de prix. C'est-à-dire qu'au moment où l'électricité est de plus en plus rare et chère, si vous avez une voiture, vous êtes sur prix de marché, vous vous rendez bien compte quand le pétrole monte à $150 que à la pompe c'est plus cher. Donc vous régulez votre comportement. On l'a vu en 2008, les gens ont moins roulé parce que le pétrole a flambé. Ils n'ont pas moins consommé d'électricité pour autant. Or pourtant l'électricité est toujours de plus en plus chère. Donc il y a un côté aussi non vertueux au tarif dans le sens où il n'incite pas clairement à l'économie d'énergie et au comportement vertueux. C'est pour ça que le sujet est très compliqué, qu'il y a les deux aspects. Je pense que dans le temps, en tout cas c'est la volonté de l'Europe et du gouvernement, il y aura une sorte de convergence entre tarifs et prix de marché. Et pour faciliter les choses, c'est vrai qu'il y a aussi des sujets comme la réversibilité. Un client qui a déjà des doutes sur la qualité de prix d'un tarif, d'un prix de marché, il ira peut-être tenter l'expérience si au moins il a la garantie de pouvoir revenir en arrière. C'est tous les débats qui sont posés aujourd'hui. Alors justement, on va continuer à parler de tarifs gros avec la dernière question, puisque on a déjà dépassé un petit peu. Il y a le photovoltaïque. Là, justement, vous avez installé 94 panneaux au siège qui ont été mis en service en février. Oui, ils ont commencé en février l'an passé. Oui. Tout à fait. Et le 12 et 15 janvier, justement, les tarifs ont été revus un petit peu à la baisse pour éviter la bulle spéculative qui était en train de venir justement sur le photovoltaïque. Alors, est-ce que vous pouvez nous en toucher deux mots? Ça, c'est une vraie difficulté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des moyens de production de masse sur le marché de l'électricité qui ne sont pas subventionnés. Le nucléaire n'est pas subventionné. L'hydraulique n'est pas subventionnée et les quelques centrales à fioul ou à charbon ou autres, il n'y en a pas beaucoup en France, ne sont pas subventionnées non plus. Par contre, donc l'hydraulique est la seule énergie renouvelable d'ailleurs qui n'est pas subventionnée, qui vit toute seule sans subvention et depuis longtemps et qui fait plus de 90% de l'énergie renouvelable produite en France. Ça, il faut quand même le dire, je plaide un peu pour ma chapelle. Donc maintenant, on a deux technologies émergentes, l'éolien et le photovoltaïque. La subvention est légitime et logique finalement. C'est un petit peu comme ce qui se passe pour la voiture électrique dans un autre domaine. Si vous voulez promouvoir quelque chose qui n'est pas que le marché n'arrive pas à amener naturellement, il faut l'aider à percer pour que ça crée un volume d'activité, pour qu'ensuite les industriels puissent faire des gains de productivité, trouver de nouvelles technologies et baisser les coûts. Après la question c'était que le tarif de revente est apparemment le plus cher. En ce sens-là, la logique d'une subvention pour démarrer ces filières est parfaitement évidente, à condition qu'on soit capable d'aller vers une logique où à terme, ces activités sont autoportantes et les gains de productivité permettent à un moment donné d'éliminer la subvention. Ce que je veux dire, c'est qu'on a eu une première baisse de subvention, il faut s'attendre à ce qu'il y en ait d'autres, c'est-à-dire qu'a priori, la subvention c'est vous, c'est moi qui la payez sur votre facture de tous les jours. Donc si le volume explose, vous allez payer de plus en plus de contributions pour cette subvention.
Donc c'est en soi un problème. Donc elle a vocation de toute façon à décliner jusqu'à s'éteindre un jour ou l'autre. La difficulté, c'est que sur l'éolien, la subvention est de entre quelques dizaines de pourcents, on va dire, de plus que le tarif. Donc on est déjà presque dans l'acceptable et les baisses de coûts de machines, etc. vont sans doute permettre, dans un horizon, je n'ai pas de boule de cristal, mais de quelques années, d'arriver à une logique d'équilibre. Le photovoltaïque, aujourd'hui, il faut savoir que cette électricité est achetée 10 fois son prix de marché. Imaginez que Renault vous vende une Clio électrique qui coûte 100 000 € à produire et qu'on vous vende 10 000 € moyennant une subvention de 90 000 €. Ça paraît choquant. Et bien dans le photovoltaïque, c'est exactement là qu'on en est aujourd'hui. Donc il est clair que cette situation ne peut pas perdurer. Alors il est clair qu'il y a beaucoup de technologies qui rentrent en jeu. Le prix des panneaux a déjà été à peu près divisé par 2. Les rendements de ces panneaux, qui aujourd'hui sont autour de 10-15%, on voit des technologies multicouches qui en plus sont intéressantes parce qu'elles pourraient même remplacer des vitrages et être translucides. En labo, on sait faire 40% aujourd'hui. Alors on ne sait pas encore le faire en industriel, mais c'est un peu comme les dalles LCD de téléviseurs. Ça, à partir du moment où la technologie existe, elle va s'industrialiser. Donc on a des espoirs de gagner peut-être encore un facteur 2, mais un facteur 2 x 2, un facteur 4, c'est pas un facteur 10. Ça veut dire qu'il y a quand même une vraie interrogation sur la capacité à moyen terme, parce qu'à court terme je pense que c'est exclu, que cette énergie qui a des intérêts par ailleurs soit autoportante économiquement. D'accord. Vous d'ailleurs, juste pour finir un oui et non, avec l'installation de ces panneaux photovoltaïques, vous avez envie de vous diversifier, de sortir un petit peu de l'hydraulique? Oui, mais de manière intelligente, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire de l'éolien et du photovoltaïque sur des solutions qui soient le plus autoportantes possible, quitte à les coupler avec nos sites hydrauliques, pour que, à la limite, l'idéal serait que j'arrive à faire de l'éolien, je pense que j'arriverai assez vite, et à terme des panneaux photovoltaïques quasiment sans subvention. Ouais. Ça, moi, si vous voulez faire un projet purement financier pour bénéficier d'une subvention, ça ne m'intéresse pas. Par contre, imaginez des solutions techniques qui vont permettre d'aller dans le sens, d'aller dans le sens d'une autoportance, d'une rentabilité de ces filières, ça m'intéresse. D'accord. Je vous remercie. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain Tool Business. Claude Gérard, merci. Merci à vous. Et à bientôt. Au revoir. Au revoir. C'était tout le business avec le Bonito Foot de Beauzelle. Bonito Foot, le partenaire foot de votre entreprise.